Éric Piolle, bonjour. Bonjour. Maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, nous allons parler de la loi climat évidemment, mais tout de suite la situation sanitaire. Dans les jours qui viennent, nous prendrons si nécessaire les mesures qui s'imposent, dit Emmanuel Macron qui ajoute « J'ai la volonté permanente de m'adapter à la situation sanitaire ». Est-ce qu'il a tort ? Je crois que nous avons effectivement là à la fois le poids des morts. Hein. Il faut rappeler que si nous avions en proportionnalité autant de morts qu'en Allemagne, nous aurions 30 000 morts de moins en France. Sauf que depuis le 1er janvier, il y a plus de morts en Allemagne qu'en France. Et nous avons la crise sociale. Je crois que nous sommes en retard. Le président de la République décide seul et il décide toujours en retard. Donc maintenant, il faut avoir le courage de prendre des mesures fortes. Il avait décidé que nous serions confinés fin octobre jusqu'à descendre sous les 5000. C'est ce que dit les 5000 contaminations par jour. C'est ce que dit le conseil scientifique également en janvier. Attention, il faut revenir à 5000, sinon ça va exploser en mars. Nous y sommes, ça explose. Donc malheureusement, avec tous ces retards... Alors ça explose, que faut-il faire maintenant ? Maintenant, il faut reconfiner plus fortement. Nous voyons les hôpitaux qui sont saturés, nous voyons les taux de positivité qui sont extrêmement forts chez les jeunes maintenant. Hein. Les 10-20 ans, les 20-30 ans, c'est là qu'il y a le plus de positivité. Donc c'est la dernière option. Donc reconfiner avec toutes les conséquences sociales, psychologiques, économiques. On va les avoir les conséquences. Donc il faut tout de suite reconfiner. Vous êtes clair. Nous aurions dû, plus d'hésitation. Dès début octobre, nous aurions dû reconfiner fortement. Dès le mois de janvier, nous aurions dû écouter le conseil scientifique et reconfiner fortement. Il n'y a pas de miracle, vous savez. Les variants, ils se propagent à vitesse exponentielle. Alors personne n'a la solution, il faut rester humble, hein, parce qu'on a vu qu'il n'y a aucun pays, en tout cas européen, qui ait trouvé une solution qui marche parfaitement. Mais on peut juste dire que là, c'est frappant de voir que nous avons à la fois les morts, la crise, et que nous n'avons pas de perspective. Donc reconfinement avec fermeture immédiate des écoles. On le voit là à Drancy, on le voit d'ailleurs les inégalités sociales, hein, puisque c'est dans les endroits où les gens sont d'un logement les plus serrés, où ils ont le plus de comorbidités liées notamment à l'obésité, où il y a le plus de promiscuité, où ils sont aussi en première ligne, que nous payons. Donc il y a une inégalité sociale face à cela. Donc il faut reconfiner effectivement, et puis lancer, s'adapter, ce plan de relance. Fermer les écoles. On y arrivera. Non, mais là, les écoles vous fermées. Dites qu'il faut reconfiner strictement. À Grenoble, il y a là une école qui a fermé parce que tous les enseignants sont positifs. Mais est-ce que ce matin, Éric Piolle, vous dites, on reconfine, c'est ce que vous dites, il faut reconfiner strictement, donc il faut fermer les écoles aussi. Il faudra fermer les écoles aussi, c'est la dernière chose à fermer et c'est la première chose à rouvrir. Donc faisons tout le reste parce que les écoles, c'est la dernière chose à fermer et la première chose à rouvrir. Gardons cela en tête. Il y a un nouveau protocole scolaire. À partir d'aujourd'hui, vous avez vu, dans les départements concernés par les dernières mesures, par le freinage renforcé, par ce qu'on appelle le freinage renforcé, classe fermée dès le premier cas. Ils ont changé tout le temps et malheureusement, ils n'ont pas une efficacité extrême, même si tout le monde fait beaucoup d'efforts, les enseignants, les collectivités locales, l'éducation nationale, tout le monde s'y met à fond. Malheureusement, à Grenoble, il y a combien de classes fermées, d'écoles fermées ? Une école complète. Une seule. Et puis des classes après dans d'autres écoles, mais ça ne va faire que progresser. Bien. Donc on ferme les écoles, mais pas... On attend le dernier moment pour fermer les écoles. C'est ce que je ne comprends pas très bien. Confinement strict, mais les écoles, on attend encore. Oui, parce que c'est ce qu'il faut le protéger le plus. Bon, voilà, je crois que ce message il peut être audible par tous. Hein, nous devons protéger notre jeunesse. Donc c'est ça qu'on ferme en dernier. C'est ça qu'on rouvre en premier. Par contre, là, cette attente, hein, c'est malheureux parce qu'en fait, si le président de la République, il décide tout seul, il faut le rappeler, avait pris des décisions en temps et en heure, nous n'en serions pas là. S'il avait écouté le conseil scientifique. Et puis l'autre chose qui me frappe, moi, nous avons entendu la semaine dernière la chancelière Merkel dire « je me suis trompé, excusez-moi ». Oui. 2 jours plus tard, nous entendons le président de la République dire « moi j'ai rien à me reprocher, j'ai tout fait bien, tout est parfait ». Pas de mea culpa. Oui, et en plus, il raconte n'importe quoi sur ce qu'avait dit le conseil scientifique. Il dit « on nous avait dit que ça exploserait en février ». Non, reprenez toutes les vidéos, tous les enregistrements, les paroles du conseil scientifique au mois de janvier, ils avaient dit que ça exploserait en mars. Donc le président de la République ferait bien d'écouter les scientifiques. Bien, Éric Piolle, parlons des vaccins. Les enseignants et les personnels scolaires doivent-ils être vaccinés le plus vite possible, en urgence, prioritairement ?
Dans les priorités, il fallait protéger les personnes âgées. Moi, j'étais favorable. Je trouve que la stratégie vaccinale en termes de priorité du gouvernement était la bonne. C'était important d'avoir une stratégie européenne dans l'achat des vaccins, même si ils nous avaient promis 21 millions de vaccins pour la fin mars et finalement nous n'en avons que 12, donc ça ne se déroule pas comme prévu, mais au moins c'était une stratégie cohérente de protéger nos aînés, c'est les plus fragiles, et puis après il faudra cibler les personnels cibles. Évidemment il y avait les professionnels de santé. Si nous disons, et je le redis, qu'il faut fermer les écoles en dernier et les rouvrir en premier, évidemment, il faut que les enseignants puissent être protégés. C'est comme ça que ça va avancer. Hein. Oui. Ça n'a pas de sens que moi, je me fasse vacciner en étant jeune et sans comorbidité, avant que les personnes qui font tenir le service public, et notamment l'enseignement, soient protégées. En Isère, ça vaccine fort. J'ai vu les chiffres, 3800 vaccinations par jour, bientôt 3000 par jour. Alpexpo à Grenoble. Oui, on ouvre un vaccinodrome. Oui. Ça se passe bien en Isère. On est coordonnés depuis le printemps dernier. Donc on fait au mieux avec les doses que nous avons. C'est notre responsabilité collective. Et tout le monde s'y met d'ailleurs, quelles que soient les collectivités et quelles que soient les formations politiques. Il y a un bon travail de coordination, c'est nécessaire. Le certificat sanitaire européen, à partir du 15 juin, vous y êtes favorable ? Pour les déplacements internationaux, ça peut être intéressant. Intra-européen. Moi, je ne suis pas pour les passeports vaccinaux ici en France. Ça donnera des inégalités, surtout que toute la population sera loin d'être vaccinée. Donc, je suis contre ce pass de vaccination qui ferait que vous auriez le droit d'aller au resto. Ça peut aussi permettre d'ouvrir plus vite. Ça sera la foire d'empoigne. On va revenir à la loi de la jungle. Pourquoi à ce moment-là, si je ne peux retourner dans un lieu de culture, je voudrais faire la course pour me faire vacciner avant mon voisin. Or, nous devons garder de la solidarité dans cette vaccination. C'est une crise inédite pour notre humanité d'Europe de l'Ouest. En Asie, ils ont déjà vécu cela un peu. Nous, c'est la première fois. Le changement climatique, la crise sanitaire nous prouve que la science compte. On est d'accord, Éric Piolle. Le projet de loi climat sera examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Manifestation, hier en France, vous avez manifesté à Paris, je crois. Vous avez dansé place de la République ? Non. Non, avec les milliers de personnes qui se sont mises à danser. T'es un peu irresponsable vis-à-vis du Covid ou pas ? Danser, c'est plutôt réjouissant. Après, il faut danser masqué, séparé. Nous avons fermé tous les lieux de culture, alors que nous continuons à ouvrir les magasins. Ça, Éric Piolle, parce que il faut juste garder des protocoles partout. Je vous dis ça, Éric Piolle, parce qu'il y a les décisions politiques, et puis il y a le comportement des citoyens. Le comportement des citoyens, il marche d'autant mieux que les décisions politiques sont compréhensibles, respectent la science et font confiance aux citoyens. À Grenoble, nous avons lancé, vous le savez, un comité de liaison Covid, parce que la démocratie sanitaire, c'est important. Partir de l'expérience vécue, c'est ça qui peut permettre de lutter contre l'isolement, d'accompagner et que chacun comprenne les règles et finalement les adopte au mieux. Quand votre médecin vous dit il faut arrêter de fumer ou de manger gras ou sucré pour votre santé, ça n'a pas un effet immédiat. Donc quand le gouvernement nous dit la même chose, ça n'a pas un effet immédiat. Il faut que nous comprenions nous-mêmes comment ça fonctionne pour que nous puissions être acteurs de notre santé. Vous demandez le retrait de la loi ? De ce projet de loi ? Ça n'aurait pas de sens. Oui. Ce qui est dommage, c'est que c'est un gâchis, cette loi. Nous sommes dans une situation qui est grave, une parole scientifique qui est grave, qui est forte. Et là, on a fait un tout petit pas qui, en plus, trahit une espérance démocratique qui était la Convention citoyenne climat. Hier après-midi, j'ai commencé cette manifestation là, en allant discuter avec les membres de la Convention citoyenne climat et avec Cyril Dion qui l'avait portée. Il y avait une espérance. Il y avait une espérance en France et un résultat à partir de ces 150 Français tirés au sort qui disent que finalement, dans notre diversité, nous sommes prêts à prendre des mesures courageuses. Nous sommes tous résistants au changement, mais nous sommes prêts à cela. Là, on bafoue cette démocratie. Et en fait, ce tout petit pas-là fait que cette inaction va nous coûter cher. Va nous coûter cher financièrement, mais va nous coûter cher aussi humainement. Ça me révolte. Je ne comprends pas pourquoi on ne saisit pas cette question-là. Nous avons en France tout pour avoir un avenir plus sûr, un avenir plus juste, un avenir qui soit épanouissant. Et la loi climat devrait être cet objectif. Ne pas faire un plan à 2050 hyper ambitieux et se dire pour l'instant on fait rien. On sera super ambitieux, on sera super bon, mais dans 30 ans, pour l'instant, on ne fait rien. Est-ce que vous voterez oui s'il y a référendum introduisant l'écologie dans l'article 1 de la Constitution ? Il n'y aura pas de référendum.
Il n'y aura pas de référendum ? Il n'y aura pas de référendum. Ce référendum, cette proposition était un leurre pour masquer l'inaction du gouvernement. Il n'y aura pas de référendum ? Parce qu'il n'aura pas le vote conforme des deux assemblées pour lancer ce référendum. Et il ne va pas faire un référendum à quelques mois des élections présidentielles. Ça n'est pas démocratique. Donc on ne peut pas masquer son inaction pendant 4 ans. Le président de la République ne peut pas masquer son inaction pendant 4 ans en lançant là un tout petit truc. C'est d'ailleurs ce qui a été dit par la Convention citoyenne climat en disant c'est un leurre. Voilà. Donc ça serait positif, mais il faut agir tout de suite pour le logement. Rien que l'isolation des logements, c'est 500 € qu'on peut rendre aux Français. Produire de l'emploi local, c'est bon pour les gaz à effet de serre. L'alimentation, ça a du sens. Vous savez que ça réduit les inégalités sociales. Une alimentation bonne, il y a 3 fois plus d'obésité chez les personnes qui sont en situation de précarité que chez les personnes qui sont Bac+5 en France. 3 fois plus. Donc il y a là des inégalités sociales de santé majeures. On parle climat. Est-ce que la France doit préserver le nucléaire et intégrer l'atome dans le plan européen de neutralité carbone ? Je vous pose la question parce que je sais que chez les écologistes aussi, le débat est ouvert. Éric Piolle, quelle est votre position ? Sur le nucléaire, nous avons aujourd'hui 56 réacteurs. Oui. Ces 56 réacteurs, nous savons qu'ils vont devoir tous fermer. Ils sont anciens, ils ont 30 ans, il faut essayer de les prolonger, ça va demander des investissements colossaux, il faut également investir dans de la matériel. Non, juste déjà pour préserver cela le temps, les 20 ans qu'il va nous falloir pour développer une énergie renouvelable. Donc le choix que nous avons maintenant, c'est est-ce que nous réinvestissons des centaines de milliards pour redévelopper une nouvelle énergie nucléaire. Différente, mais nouvelle. Regardons ce qui se passe à Flamanville. Flamanville devait être en opération, l'EPR, le nouveau réacteur de Flamanville. Il devait commencer à tourner en 2012. Nous sommes en 2021, il ne tourne toujours pas. Il devait coûter 3 milliards d'euros. Nous en sommes, la Cour des comptes a estimé à 19 milliards d'euros, 6 fois plus, 19 milliards d'euros. Et on n'a toujours pas de visibilité sur la fin. Cette énergie nucléaire n'est plus notre avenir, et en fait, c'est notre dette. Mais est-ce que l'énergie nucléaire participe à la neutralité carbone ? Je vous pose la question. En 2050, non. Aujourd'hui, oui. Oui. Aujourd'hui, oui. Mais cette dette, c'est une dette immense. Vous avez vu les débats autour de l'éolienne, de l'éolien. Des éoliennes, vous avez vu ça. Nous avons des débats sur tout. De plus en plus contestés. Nous avons des débats sur tout. Oui. À Grenoble, nous avons investi il y a 5 ans dans un plan d'énergie renouvelable qui nous permettra l'année prochaine de produire assez d'électricité pour l'équivalent de la consommation des Grenoblois en électricité, ni fossile ni nucléaire. Donc, c'est possible. Il nous faut réduire nos consommations d'énergie, développer les énergies renouvelables et être conscient que ce nucléaire est une dette financière. Ça va être des centaines de milliards d'euros pour démanteler les centrales actuelles. Une dette financière également parce qu'il va falloir les sécuriser. Donc, un risque majeur, un risque géopolitique. On voit l'état du monde. Notre risque d'avoir un attentat sur une centrale, il reste fort. Et un risque industriel, il reste fort aussi. Donc on n'intègre pas l'atome dans le plan européen de neutralité carbone. À 2050, non. Non. Voilà. Aujourd'hui, pour les 20 prochaines années, oui. Et nous devons continuer à investir, du coup, dans les centrales actuelles, les sécuriser, mais surtout développer les énergies renouvelables. La France a cette géographie. Je crois que ça nous remettrait sur la carte géopolitique du monde de faire cela. Nous avons une chance, un pays extraordinaire, des montagnes, des littoraux, une diversité qui peut nous permettre de produire des énergies renouvelables. Lundi dernier, la majorité municipale à Strasbourg a voté une subvention de 2,5 millions d'euros permettant de relancer la construction d'une mosquée, la plus grande d'Europe, projet porté par l'association islamiste turque Miligorus. Est-ce qu'à la place de la maire de Strasbourg, de cette municipalité verte, vous auriez voté cette subvention ? Vous l'auriez voté ou pas ? À Strasbourg, c'est l'Alsace, c'est le Concordat. Voilà. Oui. Ça concernait les 3 religions historiques. Oui. En 99, il a été décidé d'intégrer la religion musulmane à ce financement. Donc ça, c'est important, c'est notre histoire. Oui, c'est le Concordat. C'est notre histoire, le Concordat, auquel on a rajouté la religion musulmane. Donc le financement... Faut-il le supprimer, ce Concordat, au passage ? Pour moi, c'est un non-sujet, ça fait partie de notre histoire. On a des sujets bien plus importants dont il faut s'occuper, sur le climat, sur la justice sociale. Alors, donc, on peut laisser ça de côté. Alors, est-ce que vous auriez voté cette subvention ? Ce qui me choque dans cette histoire-là, c'est que ce projet a été lancé, porté par l'ancienne municipalité. Il y avait, lors de la pose de la première pierre,
le maire socialiste passé La République En Marche, il y avait l'ancienne maire des LR, il y avait le préfet, donc les représentants de l'État. Mais la subvention n'avait pas été votée, pardon, par l'ancienne municipalité. Il n'empêche que 2,5 millions d'euros. La veille de ce conseil municipal, le président de la République nous disait « Nous allons avoir de l'ingérence de la Turquie dans les élections françaises ». C'est avéré. Moi, j'attends du gouvernement aujourd'hui qu'il soit en soutien. C'est les mots du président de la République. Oui. J'attends de l'État, j'attends du gouvernement, j'attends du ministre de l'Intérieur, j'attends des préfets qu'ils accompagnent les élus en première ligne. S'ils ont des informations en disant attention, là, ce que nous avons fait, nous, État, nous étions là symboliquement, nous avons soutenu cette mosquée, vous connaissez, nous avons soutenu cette association. La mairie de Strasbourg connaît l'association Miligorus. Non, je ne suis pas d'accord. Fondamentaliste. Nationaliste, pas de reconnaissance des lois de la République. Vous savez très bien que l'association ils font partie du Conseil français du culte musulman. Non, l'association n'a pas voulu voter la fameuse charte. Ils étaient affichés, ils s'affichaient. Le président de la République s'affichait. Le président de la République s'affichait avec cette association. Avant que l'association ne refuse de voter la charte des principes pour l'islam de France. Un changement stratégique de l'État français, son rôle est d'aider la première ligne, les élus. Vous reportez la faute sur l'État français alors que c'est la municipalité de Strasbourg. Non, parce que la municipalité de Strasbourg, même les elle LR... n'est pas responsable. Même les LR et les LREM... Même Anne Hidalgo le dit. Anne Hidalgo dit « je ne l'aurais pas fait, je ne l'aurais pas voté ». Même les LREM et les LR n'ont pas voté contre cette subvention. Ce qui m'importe aujourd'hui, dans ce regard, ce qui m'importe oublions la polémique. Non, on n'oublie pas la polémique parce qu'en fait, nous sommes là face à un brouillage des valeurs. Un brouillage des valeurs. Monsieur Darmanin, Monsieur Blanquer, Madame Vidal viennent porter en permanence des attaques contre les écologistes. Madame Hidalgo. Contre les écologistes. Madame Hidalgo. Moi, j'appelle toute la gauche et les écologistes à de la solidarité quand on est attaqué. À de la solidarité. Parce que à aller sur le terrain qui est posé aujourd'hui par le président de la République, à aller sur le terrain qui est ce brouillage des valeurs avec le débat en fait qui est posé par l'extrême droite, j'appelle la gauche et les écologistes à de la solidarité et j'appelle surtout à sortir de ces débats qui sont absurdes. Sortons de ce débat. On a eu la même chose avec la viande à Lyon. Le ministre de l'Intérieur attaque. C'est pas tout à fait pareil. C'est pareil, c'est des polémiques en fait sur d'autres sujets qui sont là plus graves à Strasbourg qu'à Lyon. Mais c'est cette volonté de polémique perpétuelle. Donc sortons de cela, nous soyons à la hauteur de cela. Piolle, je vous pose une question. Est-ce qu'aujourd'hui il faut voter, il faut subventionner cette mosquée cette association gérée par cette association Cette association, si l'État décide qu'il ne faut plus travailler avec cette association, il ne faut plus travailler partout avec cette association. Il faut qu'il la sorte du CFCM. Il faut qu'on trouve d'autres projets de repreneurs pour cette mosquée, parce qu'il faut que les musulmans alsaciens aient les mêmes soutiens de la part de la République. Il faut quoi? Dissoudre les cette association? les protestants. Il faut quoi? C'est du séparatisme du ministre de l'Intérieur. Je n'aime pas ce terme de séparatisme. Vous n'aimez pas? Mais c'est pas du séparatisme. C'est l'islam politique, il faut lutter contre l'islam politique. Je m'y attache tout le temps, en tout lieu, en toute heure. Par contre, je ne rentre pas dans ce débat qui sert l'extrême droite et qui sert l'islam politique. Et je trouve que le brouillage des valeurs du président de la République et de ses ministres est dangereux. J'appelle toute la gauche et les écologistes à de la solidarité et je nous appelle à porter les vrais combats de justice sociale et environnementale, plutôt que d'avoir ce débat que j'ai qualifié de moisi sur une autre antenne. Mais je confirme que ce débat est un débat moisi. Nous devons prendre de la hauteur. C'est pas ça qui occupe la vie quotidienne des Français. Oui. Ça n'est pas ça du tout. Du tout. C'est le rapport de la Fondation des femmes. Le rapport de la Fondation des femmes ce matin, qui est publié ce matin, montre que le plan de relance en fait va accentuer les inégalités entre les femmes et les hommes. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut que notre plan de relance, il soit notamment pas parce juste que les investissements sont forts dans le bâtiment, qui est un monde d'hommes, on le sait. Éric Piolle, Audrey Pulvar, candidate socialiste à la présidence de la région Île-de-France, a déclaré samedi sur BFM TV, je la cite, « Si une femme blanche ou un homme blanc veut assister à une réunion consacrée aux discriminations dont sont l'objet des personnes noires ou métisses, pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut demander à la personne blanche de se taire, d'être spectatrice ou spectateur silencieux. » En France, je vous pose simplement la question, n'y a-t-il pas qu'une seule communauté, la communauté nationale ? Franchement. Nous avons une communauté nationale et nous sommes tous, vous, moi, appartenant à une multitude de communautés, des communautés spirituelles, des communautés culturelles, des communautés sportives. Et ça ne change en rien notre lien unique, donc, sans intermédiaire, entre un blanc nous ne se tait pas plus qu'un noir.
Ce débat, on est encore dans un microcosme, là, de ce même brouillage des valeurs. On est sur le terrain. Oui, non, mais regardez la situation. Claires, les gens qui sont victimes de discrimination. Oui. Des gens qui sont victimes de discrimination. Oui. On peut comprendre qu'ils aient besoin d'espaces dans lesquels ils puissent partager en confiance ces discriminations. Ils peuvent aussi partager en confiance avec une personne blanche. Laissez-moi avancer. Oui. Première chose. La deuxième étape, c'est de partager ce vécu de discrimination avec ceux qui ne les vivent pas. Moi, je ne vis pas de discrimination ni par mon Vous savez que des personnes sexuelle, blanches peuvent vivre des discriminations. Tout le monde peut vivre. Tout le monde. Ça n'est pas limité à un espace. Il y a des réunions non mixtes pour les personnes victimes d'homophobie. Il y a des réunions non mixtes dans plein de domaines. Il y a 3 étapes dans la lutte contre les discriminations. Première, vous partagez ces discriminations, ce vécu. Deuxièmement, vous le socialisez. C'est-à-dire que je peux l'entendre. Ça devient un sujet collectif qui n'est pas limité à un tout petit nombre. Troisièmement, on développe un plan d'action. Parce que c'est ça qui est intéressant finalement. Comment on fait pour lutter contre l'homophobie? Ça a un peu avancé dans le pays. On est totalement d'accord. Comment on fait pour lutter pour l'égalité femmes-hommes? On a fait des plans d'action. Donc prenons ces sujets-là, déroulons ces 3 étapes, faisons des plans d'action, et puis ne nous laissons pas entraîner dans les débats de l'extrême droite, qui sont alimentés également par certains membres du gouvernement. Pardon, je ne veux pas reciter Anne Hidalgo, qui sera mon invité mercredi, mais les réunions en non-mixité sociale de l'UNEF sont dangereuses. C'est ce que dit Anne Hidalgo, c'est pas moi. Vous n'êtes pas d'accord avec elle? Moi, je défends l'UNEF et j'appelle à nouveau toute la gauche et les écologistes à ne pas se laisser entraîner dans un débat dont personne ne sera vainqueur. Moi, je vous rappelle, j'ai une citation que j'ai gardée de ma vie professionnelle, mais qui s'adapte tout à fait à cette situation. Bien, ne vous battez pas avec un cochon, vous finirez tous les deux dans la boue, et lui, il aime ça. C'est à ça que me font penser ces débats. Dites-moi oui, non. Coupe du monde de foot au Qatar, fin 2022, il faut boycotter? Oui, boycottons. Merci. Il y a un mouvement sportif extraordinaire. Vous l'avez vu, la NBA. Oui, j'ai vu. Voilà, c'est l'occasion de montrer que le mouvement sportif n'est pas hors du monde. Boycottons la Coupe du monde au Qatar. Merci Éric Piolle, 8h56, RMC et BFM TV.